Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smart Immo. Au sommaire, on s'intéresse tout d'abord à ce qui se passe du côté de Poissy, le campus Stellantis et même le Green Campus, on va voir ça dans quelques instants. Un fonds de dotation engagé pour la qualité du logement, c'est le fonds Qualitel, on découvrira également dans quelques instants. Et puis enfin, comment s'y retrouver, comment survivre à la jungle immobilière. Un bouquin vient de sortir là-dessus, c'est Stéphane Descartier qui viendra en fin d'émission. Smart Immo, c'est parti. Et tout de suite dans Smart Immo, on part à la découverte de Green Campus de Stellantis au cœur de Poissy, lauréat du classement des promoteurs InnovaPress. Et pour nous en parler, on est ravi d'accueillir Thomas Pérédier. Thomas, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la promotion tertiaire France de Crédit Agricole Immobilier. Bienvenue à vous. Et également auteur de ce projet, Marc Domas. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Vous êtes directeur général immobilier d'entreprise neuf et rénové chez GA Smart Building, spécialiste du hors-site. On va voir dans un temps ce que c'est. Alors on démarre tout de suite avec la jeunesse de ce projet. C'est vrai quand on parle de Stellantis, acteur bien connu, l'automobile, un peu Citroën et ensuite, 13 ou 14 marques, qui avaient besoin effectivement de s'agrandir. On part en fait d'un besoin industriel puisqu'il y avait déjà quelque chose sur le site de Poissy, mais là on a passé sur une extension avec de l'immobilier tertiaire. Racontez-nous Thomas la jeunesse de ce projet assez pharaonique. Peut-être il faut revenir un instant sur l'histoire de ce site, qui est un site historique, qui a quasiment un siècle d'existence, qui a démarré dans les années 1930, oui. Et qui en fait s'est développé au cours des différentes décennies pour au final totaliser de l'ordre de 170 hectares au cœur de la ville de Poissy. Oui. Donc c'est un site emblématique et c'est un site qui nécessitait d'évoluer et de retrouver une seconde vie. Et c'est ce projet-là que nous avons développé pour Stellantis. C'est un projet assez vaste de transformation de leur immobilier, puisqu'on va développer un projet de bureau de 40 000 m² qui s'intègre dans un plus vaste projet de campus de 72 000 m². Ce projet, il emporte plusieurs composantes, à la fois une composante recherche et développement, mais également un test-car, des bureaux. C'est véritablement un projet qui vise à redonner un nouvel élan à ce site industriel au cœur de la ville de Poissy. Oui, et on dit green business avec 2 grands E pour environnement et employé. Bien sûr, le confort de l'employé, on va y venir. L'environnement aussi est important. On a récupéré un peu de terre, on a remis de la végétation. Oui, même plus que ça, puisqu'en fait, c'était un site industriel totalement imperméabilisé. Voilà. Donc, on a renaturé ce site, puisqu'on a végétalisé de l'ordre de 20 000 m². On a planté des arbres. On a raccroché ce campus à la ville avec un urbanisme et une architecture qui faisait écho à la ville qui faisait face. Et donc, c'est un nouveau site en bord de Seine qui est propice à la déambulation, qui est propice au travail informel, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Thomas, c'est pratiquement une ville dans la ville, on a l'impression, avec ce campus, ça fait très campus à l'américaine. Là, véritablement, ça va être un centre énorme. Combien il va y avoir d'employés justement sur ce site à terme ? Oui, c'est 8 200 salariés, c'est 3 700 collaborateurs qui sont au même moment dans ces espaces. Donc, c'est véritablement une ville dans la ville. Et c'est une ville qui avait besoin de se raccrocher au centre historique, au cœur de la ville de Poissy. Qu'est-ce qui a convaincu justement Stellantis de faire appel à vous et de votre proposition ? Comment on fait pour gagner un tel appel d'offres ? Écoutez, on a été ravis de faire équipe avec GA Smart Building. On avait une équipe pluridisciplinaire, une construction hors site extrêmement pointue sur le volet environnemental, Crédit Agricole Immobilier qui intervenait sur tout le volet montage juridique et financier de l'opération. Oui, et donc une équipe extrêmement solide pour faire face à un défi, puisqu'en fait, cette opération, c'est quand même 40 000 m²
2 bureaux à Poissy qu'il fallait commercialiser. Donc c'est un défi majeur quand on sait que le bureau il se concentre plutôt dans Paris et en première couronne. Tout à fait. Marc Thomas, justement, vous êtes rentré par la porte de l'architecture, GA Smart Building, pour entrer dans ce projet. Oui, en fait, ça fait partie des partenaires naturels pour nous, puisque, bien sûr, en complément de tout ce que vient de dire Thomas, il fallait que GA soit particulièrement performant. L'architecte avait été désigné par Stellantis au préalable. On peut le citer. L'architecte Patriarche, bien sûr, avec qui on a très très bien travaillé. C'est une très belle collaboration. Était désigné par Stellantis et il fallait bien sûr qu'on arrive à se marier avec lui et que lui se marie avec nous aussi. Et ça a bien fonctionné. Son architecture, notre mode de construction hors site se sont parfaitement assemblés pour une réussite opérationnelle et architecturale de grand niveau. Voilà. On passe, messieurs, à la partie juridique et financière. Thomas, c'est un point clé dans un projet de cette taille, évidemment. Les spécificités, je voudrais qu'on parle justement de ce montage BEFA, avec un B, VEFA. Expliquez-nous. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, Stellantis était propriétaire du foncier. Oui. Stellantis avait pour vocation d'externaliser une partie de son volet immobilier. Et donc, Stellantis a fait le choix de nous céder le foncier sur lequel on a développer les 40 000 m² et a signé avec nous un bail en l'état futur d'achèvement. Donc, il s'engage à louer les 40 000 m² de bureaux pendant 12 années fermes. Et donc, derrière, nous avons vendu cette opération, l'état futur d'achèvement, à un investisseur qui s'appelle Respublica. Et donc toute la complexité, ça a été véritablement de trouver l'équilibre économique qui permette à Stellantis d'externaliser son immobilier et également à l'investisseur de trouver un équilibre satisfaisant pour ce projet, qui est un projet totalement hors norme. Vous l'avez via les quelques chiffres que je vous ai donnés en introduction, et hors norme également pour le marché, puisqu'au global, c'est une opération de 197 millions d'investissements, ce qui était une des plus grosses transactions de l'année 2023. Donc, c'est véritablement un projet d'ampleur et pour lequel le montage était extrêmement complexe à trouver. Oui, et ben voilà, c'est fait en tout cas l'ingénierie financière, donc avec ce montage BEFA, VEFA. Je voudrais qu'on parle, dans ce Smartimo, on parle souvent de ce bureau, la crise du bureau, ou surtout des nouveaux usages. Alors là, on imagine que ils vont avoir un terrain de jeu extraordinaire pour penser les attentes nouvelles des collaborateurs. On pense aux espaces collaboratifs, au flex office, au télétravail, à la convivialité, en fait, faire revenir aussi les gens sur le site. Est-ce que cette dimension a été prise en compte ? Bien entendu, puisque comme vous avez pu le noter, Stellantis a évolué dans son rapport au bureau, puisqu'on est parti d'une stratégie qui était plutôt une stratégie de 4 jours sur 5 de télétravail pour les collaborateurs Stellantis, à un retour progressif au bureau avec 3 journées par semaine au bureau. Et je crois que cette évolution, elle est marquée chez la plupart des utilisateurs par l'envie d'être ensemble au bureau pour collaborer, pour innover, pour gouverner, et que le travail à distance est un plus, mais ne répond pas à l'ensemble des besoins de la vie de l'entreprise au quotidien. Et Stellantis en est la démonstration via ce projet. Donc effectivement, on a des espaces de travail qui sont propices à cette typologie d'activité, de mission durant la journée. Donc se retrouver à 2, à 4, à 5, à 10 dans des formats d'espace qui le permettent, mais également favoriser le travail informel dans des espaces extérieurs ou alors dans des espaces dans le social condenseur. Voilà, c'est une autre façon de vivre le bureau. Marc Thomas, justement, sur ce nouveau bureau, vous aussi, vous vivez cette transformation. On vit cette transformation. Nos clients utilisateurs vivent ça tous les jours. Et Stellantis est un bon exemple de vision aussi d'un certain mode de fonctionnement qui est en train de basculer. C'est toujours des mouvements de balancier. On est en train de voir un retour progressif à la présence au travail, plutôt qu'au télétravail ces temps-ci. Et on a vu comment le bâtiment qu'on a développé ensemble avec Patriarche s'adapte très bien à cette évolution, parce que quand on passe de 1 jour de présence à 3 jours de présence, évidemment, d'un point de vue contrainte technique et opérationnelle, ça change la donne. Et le bâtiment s'est très bien adapté à ce fonctionnement et l'organisation fonctionne très bien. Donc c'est un vrai mouvement.
Et on voit, et je pense qu'on le sent nous aussi dans nos équipes, hein, Bien sûr. on a besoin d'être ensemble. On est en entreprise, on travaille dans une organisation pour travailler en équipe. Ouais, et c'est vrai qu'on a quand même plus de créativité apparemment qu'en Zoom. Retour donc au travail, retour aussi de la cravate pour certains. Marc Domat, je voudrais qu'on se concentre maintenant sur le projet en tant que tel. Une livraison de projet express, 21 mois seulement. Comment l'approche hors site, donc on va dire ce que c'est dans un instant, a permis cette performance? Je précisais ce que c'est que le hors-site et indirectement, ou plutôt très directement, on va comprendre pourquoi on arrive à faire tout ça. Le hors-site, c'est le principe de faire fabriquer en dehors du site du chantier un certain nombre d'éléments pour les assembler très rapidement en chantier. Donc ça implique de travailler très tôt avec architectes et bureaux d'études pour concevoir sur mesure du dessin architectural un certain nombre d'équipements et de les réaliser en usine. Et on peut travailler en temps masqué, on travaille aussi en température contrôlée. Donc on a par exemple beaucoup d'éléments en béton bas carbone dans cet ensemble-là. C'est bien mieux maîtrisé en usine que sur chantier. On a aussi des façades à ossature bois, on a aussi des équipements techniques pour gérer la thermie et le renouvellement d'air. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont assemblés en usine et qui sont cadencés en livraison sur le chantier. Donc ça veut dire que ça va être livré, j'allais dire en Lego, après sur le chantier? Oui, on prend souvent cette image de briques de Lego. C'est vraiment des briques de Lego fabriquées sur mesure, mais qui arrivent sur le chantier et qui sont cliquées sur les immeubles au fil de l'opération. Moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle dans Zoom, puisque je suis arrivé en janvier 2024. On posait les premiers poteaux à ce moment-là de ce bâtiment. Et j'ai vu le bâtiment monter à une vitesse totalement ahurissante, puisqu'on a livré en mars de cette année. Donc, on dit 21 mois parce qu'il y avait une phase préalable de démolition et de mise en place du chantier, mais la réelle construction au sens émergence du bâtiment a plutôt duré 15-16 mois. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. Et je revois maintenant dans d'autres opérations GA, mais j'avais jamais vu ça dans ma carrière, de voir quelque chose d'aussi rapide. Oui, surtout avec la taille du projet. Et puis sans oublier la performance énergétique, labellisation E+, C-, E3, C1. Alors on va faire, grâce aux auditeurs de ça, on n'a plus le temps, mais la performance, elle est là aussi en termes énergétique et carbone. Oui, énergétique. Alors E3, c'est un grade sur 4, donc on est E3, le plus haut étant E4. Et C1, c'est un grade sur 2, le plus haut est C2. Mais la bonne nouvelle, c'est que vendredi, on a reçu les certificats et que nous sommes E3, C2 sur les bâtiments tertiaires. Donc on a surperformé, qui était sur quelque chose qui était déjà très ambitieux, on a surperformé sur ce modèle. Et on a traversé également l'été caniculaire qu'on a eu avec nos systèmes qui ont parfaitement fonctionné, avec une grande satisfaction des employés qui étaient présents à ce moment-là. Voilà, succès pour ce Green Campus. Thomas, en un mot, si vous deviez résumer l'ambition de ce projet Green Campus, lequel choisiriez-vous ? Écoutez, je pense que notre plus grande fierté, c'est d'avoir répondu à la commande de notre client Stellantis. Encore une fois, timing extrêmement court. On a été désigné lauréat en juillet 2022. En mars 2023, on achetait le foncier, on signait un bail, on démarrait les travaux de démolition et 21 mois plus tard, en mars 2025, on livrait cet outil de travail qui construit à Poissy l'avenir de l'automobile. Et ça, je pense que c'est formidable pour un groupe français comme Stellantis qui porte haut et fort l'innovation. Eh ben voilà, preuve qu'on peut quand même avancer et faire des beaux projets en France avec rapidité, avec des techniques de construction, en utilisant l'ingénierie financière d'un côté, et évidemment l'ingénierie du hors-site. On en parlera en tout cas de plus en plus. Merci messieurs. Thomas Pérédier, je rappelle que vous êtes directeur de la promotion tertiaire France Crédit Agricole Immobilier. Marc Domat, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général immobilier d'entreprise neuf et rénové chez GA Smart Building. On en sait donc un petit peu plus sur ce projet Green Campus. À très bientôt dans Smart Immo. Et tout de suite dans Smart Immo, on s'intéresse au fonds de dotation Qualitel. C'est un fonds engagé pour la qualité du logement qui a reçu le prix de la philanthropie édition 2025. On est ravis d'accueillir Marie Ballereau. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes chef de projet du fonds Qualitel. Bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, Lisa Sullereau. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes déléguée du fonds Qualitel. Tiens, on démarre avec vous justement. Qualitel, c'est quoi en quelques mots ? En quelques mots, Qualitel, c'est une association qui a été créée par l'État il y a plus de 50 ans pour travailler sur la qualité du logement. D'accord. Bon,
simple, efficace. Simple et efficace. La qualité du logement, dans quelle dimension? Parce que c'est vaste, la qualité du logement. La qualité du logement dans ses dimensions techniques. L'idée de pouvoir avoir des logements de qualité, de manière, ce qu'on appelle une qualité globale et multicritère, avec le confort d'usage dans les logements, la qualité de vie dans les logements, les performances économiques, les performances environnementales et énergétiques des logements. Voilà, vous éditez des normes, des Alors, on n'édite recommandations? pas des normes, mais on édite des certifications qui se distinguent des normes, puisque la certification est volontaire pour les maîtres d'ouvrage. Et donc, on délivre la certification NF Habitat HQE. Très bien. Et donc, Qualitel a développé un fonds de dotation. Quelle est la jeunesse du projet? Marie, vous voulez nous en dire un mot? Dans un levier philanthropique, Qualitel a souhaité créer ce fonds de dotation pour pouvoir soutenir la qualité du logement, mais pour tous, pour des personnes plus précaires, pour chacun d'entre nous. Alors justement, on s'intéresse au type de projets immobiliers qui sont soutenus par cette initiative, ce fonds de dotation. Quel type justement de projet allez-vous soutenir? Eh bien, on soutient plusieurs types de projets, mais en tout cas, il faut qu'ils soient éligibles au mécénat d'intérêt général. Il faut aussi qu'ils soient situés dans toute la France. On ne soutient des projets que français ou dans les DROM. Voilà, en quelques mots, à impact social, évidemment. D'accord. Lisa, justement, si on regarde la sélection, parce qu'on s'imagine que vous recevez peut-être, enfin je ne sais pas s'il y a des appels à projets, en tout cas, dès qu'on parle philanthropie, dès qu'on a un fonds, il y a beaucoup de gens qui se bousculent. Comment vous sélectionnez les dossiers? Absolument. On lance chaque année, depuis la création du fonds, un appel à projets annuel dans 4 catégories, puisqu'on soutient 4 grandes catégories de projets. L'hébergement, évidemment, donc on va soutenir des projets de construction ou de rénovation. L'accompagnement, donc des projets d'accompagnement social dans l'habitat. Mais également des projets de recherche ou des projets numériques, toujours en vue d'améliorer les conditions d'hébergement des personnes défavorisées. Justement, il y a des critères prioritaires? Alors, le critère prioritaire, Marie l'a dit, c'est effectivement, on ne soutient que des associations ou des organismes sans but lucratif éligibles au mécénat. Et les personnes défavorisées constituent effectivement notre cible prioritaire. Le but du fonds de dotation étant évidemment d'aider ces personnes dans leur habitat et d'améliorer leurs conditions de vie. Oui, combien de projets vous pouvez comme ça soutenir et pour quel budget? Alors, par exemple, pour l'appel à projet 2024, on a levé plus de 200 000 € et c'est 21 projets qui ont été soutenus financièrement en 2024. D'accord. En 2025, on aura les résultats bientôt, pas tout de suite. L'appel à projet a été lancé en mai et les lauréats seront décidés en décembre officiellement. Et pour cette année, on a réussi à lever aussi une enveloppe d'environ 200 000 €. Ouais, alors, on ne va pas vous demander de détailler les 21 projets, bien évidemment. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives fortes, des choses qui vous ont particulièrement... qu'on peut partager? Évidemment, pour n'en citer que quelques-unes, mais c'est vrai que le fonds de dotation œuvre sur quand même un très grand panel de projets solidaires sur le logement. Mais pour en citer certains, on a soutenu des projets d'accueil inclusif pour des personnes sortant de rue, qui ont eu des parcours de vie difficiles, vieillissantes par exemple. Ou aussi des projets de rénovation, d'hébergement pour des adultes handicapés sans possibilité d'avoir une vie dans un schéma classique. Il faut toujours un accompagnement. Donc voilà, ce type de projet qui peut être à impact fort et qui, je pense, touche tout un chacun. Ouais. On sait qu'on est dans une crise du logement en ce moment. Ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus cher. On voit que les seniors ne sont pas épargnés, les étudiants, c'est pareil. Comment on peut amplifier les actions? Est-ce que les gens peuvent participer à ce fonds de dotation? Alors, effectivement, pour amplifier nos actions, il est évident aujourd'hui que sans nos partenaires mécènes, le fonds de dotation ne pourrait pas avoir cet impact dans le cadre de ces appels à projets.
Pour les citer, puisqu'ils ont un rôle essentiel, le fonds de dotation s'appuie sur plusieurs partenaires mécènes, notamment Cercal Qualitel Certification, qui est une des filiales du groupe Qualitel, mais aussi Qualitel Expertise. Et puis on a des partenaires, une alliance de partenaires qui œuvrent à nos côtés sur la qualité des logements. Il y a bien sûr BNP Paribas Immobilier, Pierre Étoile, donc 2 promoteurs dans le bâtiment. Il y a également Rockwool, un industriel. On a également la Fédération des ascenseurs, le Fonds d'action pour la sécurité électrique, FASE, et puis Calibat. Donc tous ces partenaires nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant, et pour amplifier notre impact, on cherche chaque année de nouveaux partenaires financiers, de nouveaux acteurs économiques qui ont aussi cette vocation de lutter contre le mal logement et d'améliorer les conditions des Français de tout à chacun dans leur habitat. Ah bah voilà, en tout cas, l'appel est lancé pour les bonnes initiatives, les mécènes, effectivement, des partenaires qui sont demandés, en tout cas, pour aider ce fonds Qualitel, fonds de dotation, un fonds engagé donc pour la qualité du logement. Merci à vous deux. Lisa Sulro, merci. Marie Barraud, merci. Donc, tous deux qui travaillent pour ce fonds Qualitel, et à très bientôt sur Smart Immo. Dans Smart Immo, on se pose cette question, faut-il encore investir dans la pierre? Si vous posez la question, eh bien on va voir les réponses. Comment investir? Comment bien peut-être acheter? Comment bien louer? Comment éviter les pièges de la fiscalité? Ça fait beaucoup, mais heureusement, on a un spécialiste avec nous, c'est Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Vous êtes très connu dans le monde de l'immobilier, mais surtout, on va le dire, une nouvelle vie avec ce manuel de survie dans la jungle immobilière. Vous êtes donc auteur, ça vient de sortir, on le trouve dans les bonnes librairies et sur Internet. Stéphane, vous êtes intéressé évidemment à l'immobilier, je le disais depuis longtemps. Vous faites pas mal de chroniques chez nos confrères et vous avez eu envie de rassembler toutes ces chroniques et votre savoir-faire finalement dans ce bouquin. C'est un peu la genèse du projet. Oui, tout à fait. C'est surtout parce que, comme vous le savez, j'ai développé et animé pendant 25 ans un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Et à ce titre, j'ai rencontré les meilleurs investisseurs de la place, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. Et j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que finalement, ils avaient des stratégies qui étaient quand même assez proches. Donc j'ai essayé de résumer effectivement dans ce manuel de survie. Voilà, alors justement, on a pas mal d'astuces, de techniques aussi, et vous avez envie de déconstruire un petit peu certaines idées reçues ou des choses qu'on voit des fois sur Internet, par exemple. Voilà, des vraies fausses bonnes idées. Soyez riche avec l'immobilier, faites des revenus passifs, accédez à la liberté financière. Vous dites attention, l'immobilier, ça n'a rien de passif. Non, c'est absolument pas passif. À chaque fois, j'entends ça, revenu passif en immobilier, ça me fait bondir. Déjà, les premières choses, les premiers réflexes, c'est qu'il faut investir sur un secteur qu'on connaît, là où on vit. Il faut pouvoir agir en moins d'1 heure, ce que je dis souvent, parce que la loi est ainsi faite que parfois, même si on a un gestionnaire, il faut reprendre la main. Et puis ensuite, investir chez soi, c'est déjà la meilleure façon de ne pas se tromper sur les prix. Oui. Sur les secteurs, on le sait bien, d'une rue à l'autre, le marché n'est plus le même. Donc pour connaître les prix, et puis pour faire les bonnes affaires, il faut être sur tous les coups. Et on ne peut pas être sur tous les coups aux 4 coins de l'hexagone, comme dirait l'autre. Il faut travailler un petit secteur, être sur tous les coups et pouvoir voir effectivement les meilleures opportunités. Et pour ça, c'est un petit secteur, un tout petit secteur qu'il faut travailler effectivement. Ouais, certains ont vendu des solutions miracles avec le boom d'Airbnb. Effectivement, on a eu l'impression que c'était peut-être facile à un moment. Pour autant, là aussi, vous dites attention, il faut s'en occuper soi-même, sinon rapidement, ça peut devenir très coûteux, voire pas du tout rentable. Oui, bien sûr, parce que déjà Airbnb, est-ce qu'on peut faire du Airbnb dans les métropoles? On sait bien que plus de 250 000, c'est pas si simple que ça, c'est même quasiment interdit et de plus en plus partout. Et ensuite, effectivement, si on fait du saisonnier, type Airbnb, il faut s'en occuper soi-même. Il faut faire les entrées, les sorties, le ménage, le linge, etc. Parce que sinon, bien sûr, on peut passer par une conciergerie, mais ça vous mange l'essentiel de la marge. Donc, il faut vraiment tout compter. Et là aussi, ça pousse à raisonner local et en s'en occuper soi-même en partie. Il faut vraiment on peut faire
faire de l'argent avec l'immobilier. Encore aujourd'hui, il y a encore des solutions, mais il faut absolument s'en occuper soi-même. Et c'est de la charge mentale. Oui, alors ça, il faut bien le dire aussi. Où est-ce qu'on vit? Où est-ce que vous avez du temps, première chose, pour vous en occuper? Et ensuite, cette charge mentale, c'est quoi la charge mentale en immobilier? La charge mentale, c'est est-ce que mon locataire va me payer mon loyer? Déjà, est-ce que je vais trouver un locataire? Bon, aujourd'hui, avec la pénurie locative, c'est pas trop difficile, mais est-ce qu'il va me payer mon loyer? Est-ce que entre deux locataires, je vais pas avoir des difficultés? Est-ce que entre deux locataires, je vais pas me faire squatter mon appartement? C'est de la charge mentale. C'est pas simplement effectivement un livret sur lequel on met tous les mois une certaine somme d'argent. On peut gagner de l'argent, notamment avec le levier du crédit, c'est vrai, mais il faut accepter que c'est pas simplement un produit d'épargne. Ça comporte de la charge mentale. Il faut en être conscient. Ceux qui vous disent le contraire, il faut s'enfuir en courant. Voilà, c'est comme ça. Ça peut être très rémunérateur. On peut vraiment faire bâtir un patrimoine important, mais il faut être conscient de cette charge mentale et du fait de s'en occuper en partie soi-même. Ouais, c'est un boulot, alors peut-être pas à temps plein, mais en tout cas, c'est un vrai boulot. Il faut être maître de son planning, surtout, pour pouvoir agir rapidement. Une question, une fois si on a de la chance et qu'on a bien travaillé, il faut aussi garder cet argent. Comment on fait? Parce qu'il faut naviguer dans cette fiscalité qui, en France, on le sait, est parfois complexe. Alors, la fiscalité est très complexe. En plus, elle est très mouvante. Ça bouge sans arrêt, en immobilier y compris. Donc, et malheureusement, en France, il n'y a pas de pays qui taxe plus les loyers que la France. Ça, c'est unique. On est champion du monde, là aussi, sur cette catégorie, tranche marginale, plus prélèvements sociaux à 17,2, plus taxe foncière qui a pris plus de 30% en 10 ans, plus l'IFI, le cas échéant. Ouais. Donc, plus l'ISF qui pourrait en revenir. Voilà. Mais il y a des solutions. En l'occurrence, il y a des solutions, il y a des éponges à loyer, à fiscalité, il y a les intérêts d'emprunt, il y a les travaux si on fait du nu, il y a les amortissements si on fait du meublé, il y a les transferts de loyer aux enfants étudiants. Il y a des solutions. Transfert de loyer aux enfants étudiants, ça c'est pas mal. Oui, ça c'est tout à fait intéressant. Moi j'en compte tous les jours des bailleurs, ou presque tous les jours des bailleurs qui ont des enfants étudiants et qui les aident dans leur versant des pensions, alors que d'un autre côté ils ont des loyers sur lesquels ils sont ultra fiscalisés. Ouais, comment on peut faire là? Il suffit effectivement de faire, alors le terme technique c'est une donation temporaire d'usufruit, mais par exemple vos enfants étudiants partent pour 5 ans d'études, vous leur transférez votre loyer au travers d'une donation temporaire d'usufruit de 5 ans, et pendant 5 ans, plutôt que de leur verser des pensions sur de l'argent qui a déjà été fiscalisé, eux, à ce moment-là, ont les loyers, mais comme ils sont étudiants, ils n'ont pas d'autre activité, donc eux, ils n'ont pas d'impôt sur ces loyers. Pas fiscalisés. Quasiment pas fiscalisés, juste les prélèvements sociaux. Donc par rapport effectivement aux gains que vous avez, surtout parce que vous ne leur versez plus de pension, là c'est tout à fait intéressant. Et là vous pouvez gagner des sommes considérables et surtout ne plus être fiscalisé sur des loyers à un moment donné. Donc fiscalement c'est très intéressant. Les gens y pensent très peu par exemple. Merci Stéphane Descartiers, donc auteur de ce manuel de survie dans la jungle immobilière. Cette édition de Smartimo se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition. À très bientôt.